Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet délicat, les fameux comportements problèmes. Mais on va le faire sous un angle complètement différent. L'idée, c'est de laisser de côté les jugements pour adopter une approche beaucoup plus humaine et, on va le voir, bien plus efficace. Et si on se posait la question différemment? Et si ce qu'on appelle un comportement problème, c'était en fait un signal de détresse? C'est vraiment la question qui va être notre fil rouge. Parce qu'un comportement, ça ne sort jamais de nulle part. C'est une forme de communication, un message qu'il faut apprendre à décrypter si on veut y répondre de la bonne façon. Alors, voilà notre programme. On va d'abord redéfinir ce qu'est un comportement problème, ensuite on va changer de lunettes avec le modèle écologique, puis on parlera prévention, réaction en cas de crise, et pour finir, comment construire un soutien sur le long terme. Allez, c'est parti! Première étape donc, redéfinir les comportements problèmes. On va essayer de passer du jugement à la compréhension, et pour ça, la première chose à faire, c'est de se mettre d'accord sur les mots. L'idée, ce n'est surtout pas de coller une étiquette sur quelqu'un, mais bien de décrire une situation de la manière la plus objective possible. Alors, voilà une définition, on va dire, officielle. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que le focus n'est pas du tout sur la personne, sur un supposé défaut moral. Non. Le focus, il est sur l'impact, les conséquences très concrètes du comportement. En gros, ce qui rend le comportement problématique, c'est son effet sur la sécurité et sur la capacité à accéder à une vie normale en société. Et cet impact, il ne s'arrête pas là. C'est un peu comme une onde de choc. Ça touche tout le monde. Pour la personne elle-même, ça peut vouloir dire exclusion, blessure, perte de liberté. Pour sa santé, c'est un accès aux soins qui se complique. Pour la famille, c'est l'isolement, la détresse, des difficultés financières. Et pour les professionnels, c'est le risque de blessure, de traumatisme et bien sûr de burn-out. Donc on voit bien que l'enjeu de trouver la bonne réponse, il est énorme pour tout cet écosystème. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet, le changement de perspective. C'est vraiment là que tout se joue. On va passer de la question « qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne ?» à une question bien plus large. Que se passe-t-il dans son environnement? C'est un changement radical. Pour bien comprendre ce changement, imaginez un jardinier. Quand une de ses plantes commence à faner, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas blâmer la plante. Non, il va regarder tout autour. Le sol, est-ce qu'il est assez riche? La lumière? Et l'eau? Il analyse tout l'écosystème. C'est exactement cette logique qu'on va appliquer ici. Voilà qui résume bien le changement de paradigme. Avant, on se concentrait sur la personne, sur ce qu'on pensait être un déficit. Le but, c'était de contrôler le comportement. Maintenant, la vision est tout autre. On s'intéresse à l'interaction entre la personne et son environnement. Du coup, le but n'est plus de contrôler, mais de comprendre la fonction du comportement pour pouvoir ensuite adapter l'environnement. C'est un vrai basculement. Et cet environnement, c'est pas juste une chose. C'est fait de plusieurs couches, un peu comme des poupées russes. Au centre, il y a les facteurs personnels, la santé, les compétences, ensuite l'environnement social, la famille, les amis, puis une autre couche, les organisations comme l'école ou le travail, et enfin, tout autour, le contexte politique, les lois, la société. Et le truc, c'est que tout ça est lié, tout peut jouer un rôle. Bon, maintenant qu'on a cette nouvelle grille de lecture, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? La stratégie la plus puissante et de loin, c'est la prévention. L'idée, c'est de construire un monde qui soutient bien avant que la crise n'arrive. Et en matière de prévention, on distingue 4 grands niveaux. On va voir qu'il y a la prévention primordiale, primaire, secondaire et tertiaire. On va se concentrer d'abord sur les 2 premières. Oui, la prévention, primordiale et primaire, c'est vraiment la base, la fondation de tout. Le principe est assez simple en fait. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie et de renforcer ce qu'on appelle les facteurs de protection pour tout le monde. En faisant ça, on réduit drastiquement les chances que des situations de crise apparaissent. C'est comme construire une maison sur des fondations solides. L'objectif, au final, c'est un peu de faire pencher la balance du bon côté. D'un côté, les facteurs de risque, les obstacles. De l'autre, les facteurs de protection, les soutiens. Et notre boulot, c'est de réduire les risques et de booster les protections. Par exemple, un personnel mal formé, c'est un facteur de risque évident. Mais si on met en place des formations ciblées, claires, éthiques, ça devient un formidable facteur de protection. Ok, la prévention, c'est essentiel. Mais soyons réalistes. Parfois, malgré tous nos efforts, une crise éclate quand même. Alors, comment on réagit? Que fait-on quand la situation devient critique? Il faut absolument être préparé, avec des protocoles clairs et surtout éthiques. C'est là que les 2 autres niveaux de prévention entrent en jeu, le secondaire et le tertiaire. Là, on est dans la réaction. Mais attention, réactif ne veut pas dire improviser. L'objectif est double. D'abord, gérer la crise sur le moment pour que tout le monde soit en sécurité. Et ensuite, bien sûr, analyser ce qui s'est passé pour éviter que ça ne se reproduise.
Et pour gérer la crise, il faut un protocole. C'est une séquence d'actions réfléchies. Étape 1, on apprend à repérer les tout premiers signes. Étape 2, on active des stratégies d'apaisement définies à l'avance. Étape 3, cruciale, on assure la sécurité de tout le monde. Étape 4, on essaie de calmer l'environnement. Moins de bruit, moins de monde, et seulement en tout dernier recours, on peut utiliser un espace d'apaisement. Justement, parlons-en de ces espaces d'apaisement. C'est un outil qui peut être très utile, mais il faut être extrêmement clair sur leur fonction. Ce ne sont pas des lieux de punition. Jamais. Leur seul et unique but, c'est la prévention et la sécurité. Idéalement, leur utilisation doit être soit volontaire, soit négociée, soit même planifiée. Ce témoignage de Gabriel, il est bouleversant. Et il nous dit quelque chose de fondamental. Notre intention, ce qu'on veut faire, ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la perception de la personne. Si un geste qu'on pense être une protection est vécu comme une punition, alors on a tout raté. D'où l'importance vitale de parler, de débriefer après chaque crise. On arrive à la dernière étape. Et l'idée clé ici, c'est de comprendre que tout ça, ce n'est pas une solution miracle qu'on applique une fois et c'est fini. Non, c'est un cycle, un processus continu de soutien et d'ajustement. Et ce cycle, il ressemble à ça. La base, c'est la collaboration, avec la personne, sa famille, son réseau. Ensuite, on évalue sans cesse. Est-ce que ça marche? On documente tout pour avoir une vision claire. On débriefe après chaque incident. Et le plus important, on adapte. On ajuste le plan en permanence. C'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. L'objectif, ce n'est pas d'agir uniquement sur le comportement. Le comportement, c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est un symptôme. Le vrai travail, le travail efficace, c'est d'agir sur l'environnement et sur les causes profondes, sur tout ce qui se passe sous la surface. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, aider à bâtir des environnements où la communication est comprise, même quand elle ne passe pas par les mots? Parce qu'au fond, il s'agit de créer des communautés plus attentives, plus bienveillantes, où chacun peut se sentir en sécurité et vraiment compris. Merci de votre écoute.